Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission hebdomadaire préparée pour vous par Radio Prague International. Au sommaire aujourd'hui, une rencontre avec l'écrivain Benoît Dutertre, invité au Salon du Livre de Prague. Nous allons également entendre le chanteur et musicien Jiří Suchý qui a célébré sur scène son 90e anniversaire. Mais tout de suite, on vous emmène dans le quartier pragois de Troja. Fin septembre, le Zoo de Prague a fêté ses 90 ans. Fondé en 1931 par le scientifique Jiří Janda, le zoo est devenu une des plus grandes attractions touristiques en République tchèque. Classé 5e meilleur zoo du monde en 2018 par le site TripAdvisor, le Zoo de Prague est notamment réputé pour son engagement en faveur de la protection des animaux, comme nous le raconte Charlotte Amrouni. Après plusieurs propositions d'emplacement, par exemple sur une des îles de la Vltava, le zoo de Prague a finalement ouvert ses portes dans le quartier de Troja à Prague le 28 septembre 1931. À l'occasion de son 90e anniversaire, Jaroslav Šimek, responsable adjoint du zoo, revient sur son histoire et notamment sur la période où Zdeněk Veselovský était directeur. It was during his era when the Prague Zoo. C'était à l'époque où il était directeur que le zoo de Prague a commencé à être célèbre, non seulement à Prague, mais aussi à l'échelle européenne, et ce grâce aux connaissances et à la personnalité du professeur Zdeněk Veselovský, mais aussi aux différents succès d'élevage. Pour en nommer quelques-uns, c'est sous sa direction que le premier orang-outan est né dans un jardin zoologique tchécoslovaque. Beaucoup d'autres animaux sont nés à l'époque, des guépards, des otaries, des flamants roses. Le nom du professeur Zdeněk Veselovský est donc très important pour l'histoire du zoo de Prague. The name of Professor Zdeněk Veselovský was very important for the history of the Prague Zoo. À son ouverture, le zoo comptait seulement une trentaine d'espèces. Aujourd'hui, il en accueille près de 700, allant des animaux marins aux antilopes, en passant par les rapaces et les animaux de la ferme. Une espèce a toutefois particulièrement marqué l'histoire du zoo depuis son origine, le cheval de Przewalski. Faisant partie des premières espèces recueillies, cette espèce de cheval est considérée comme la spécialité du zoo de Prague, qui a œuvré à sa sauvegarde, et ce même pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis plusieurs années, le zoo mène d'ailleurs un projet appelé Returns of the Wild Horses et qui consiste à ramener les chevaux en Mongolie afin de les libérer dans la nature. Durant ses 90 années d'existence, le zoo a toutefois connu de nombreuses difficultés, dont assez récemment avec la pandémie. Les inondations de 2002 et 2012 avaient également engendré de nombreux dégâts au sein du zoo, comme l'explique Jaroslav Šimek. The zoo, it has two different parts. Le zoo est constitué de deux parties et celle près de la rivière a été complètement détruite par l'inondation de 2002. De nombreux bâtiments ont disparu, d'autres ont tenu, mais ils ont dû être rénovés. Une fois les travaux de reconstruction commencés, ce n'était plus le même zoo. Les anciens bâtiments qui ont pu être sauvés ont été reconstruits tels que la maison des pingouins ou la vieille maison des oiseaux marins connue aujourd'hui comme la maison Sichuan. D'un autre côté, de nombreux enclos ont été construits à partir de rien. Ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de Monkey Island n'existait pas auparavant. Cette partie a été construite après les inondations. C'était donc un désastre. Mais dans le même temps, cela a aussi représenté le début d'une nouvelle ère pour le zoo de Prague. Somehow the start of some new era of development of the Prague Zoo. Nouveaux espaces, nouvelles espèces, mais aussi nouveaux projets pour la protection des animaux, le zoo de Prague ne cesse d'évoluer et son histoire est loin d'être terminée. Benoît Dutertre était l'un des nombreux auteurs français invités au Salon du Livre Svět knihy qui s'est déroulé à Prague du 23 au 26 septembre. Celui qui a l'habitude de voir ses ouvrages traduits en tchèque et dont la maison d'édition est basée à Brno, en Moravie, est un grand ami de Milan Kundera. Au micro de Zoé Saman, Benoît Dutertre explique les raisons de sa venue à Prague, ville qu'il connaît désormais bien. Je ne suis pas venu spécialement pour mon dernier livre parce que mon dernier livre pour l'instant n'est paru qu'en français et par contre j'ai pas mal de livres qui sont parus en tchèque et comme en plus c'était l'hommage à Milan Kundera, on m'a proposé de venir à la fois
pour parler de Kundera et pour parler aussi de mes livres, de mon travail d'écrivain à travers toutes ces traductions qui sont parues chez Atlantis depuis maintenant pas mal d'années et qui vont continuer encore dans l'avenir. Oui, votre dernier livre, c'est prévu qu'il soit traduit en tchèque En 2023, le prochain, et ce sera un de mes romans qui s'appelle L'ordinateur du paradis. Voilà. En somme, j'ai écrit 2 sortes de livres. J'ai écrit des livres qui sont vraiment des fictions, des fantaisies, des romans vraiment d'imagination, et j'ai écrit des livres plus autobiographiques. Et peut-être c'est plutôt les fictions qui se sont été traduites dans pas mal de pays, dont la République tchèque. Les romans plus autobiographiques comme le dernier sont peut-être plus français et plus moins traduits en fait. Je crois que vous aviez une discussion avec Jean-Dominique Brière sur Milan Kundera et la musique. Justement, quel lien est-ce que vous établissez entre l'œuvre de Kundera et la musique, notamment celle de Beethoven et de Stravinsky, je crois ? C'est-à-dire que en fait, la présence de la musique dans l'œuvre de Kundera est très importante. Elle est présente dans ses romans, elle est présente dans ses essais. Lui-même a été le fils, il faut le rappeler, d'un musicien qui était lui-même élève d'ailleurs. Il avait même étudié quelques années à Paris auprès d'Alfred Cortot, mais il était surtout proche de Janáček, le compositeur préféré de Kundera. Il a baigné dans ce monde musical, il a même pensé devenir musicien. Et la musique a toujours été au cœur de ses livres. Donc voilà, je voulais parler avec Jean-Dominique Brière un peu de cet aspect-là de l'œuvre de Kundera, qui est très important. Et vous êtes vous-même musicien ? J'ai fait des études de musicologie, je joue du piano. Je suis quand même écrivain plutôt que musicien, mais j'ai une grande passion pour la musique, et je fais aussi à France Musique une émission sur la musique depuis de nombreuses années maintenant, tous les samedis matins. Donc la musique est aussi au cœur de ma vie. C'est peut-être une des choses qui m'ont aussi rapproché d'une certaine façon de Kundera. Comment la musique affecte votre écriture et vos processus d'écriture ? Est-ce que ça a un impact sur votre écriture ? La musique est sans doute moins présente dans ce que j'écris qu'elle ne l'est par exemple justement dans l'œuvre de Kundera. J'ai beaucoup de romans où il n'est pas du tout question de musique. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment une recherche directement musicale dans mes livres. Après, c'est vrai que j'aime bien qu'un texte soit rythmé, qu'il soit fluide, c'est quand même une notion un peu musicale. Et puis il y a un autre rapprochement que je pourrais faire entre la musique et mes livres, c'est qu'en musique j'aime beaucoup les opérettes, les œuvres un peu drôles qui se moquent de la société, etc., comme faisait Jacques Offenbach et d'autres compositeurs. Et dans mes romans, il y a un peu ça aussi, c'est un peu des satires, souvent sociales, un peu comme certaines formes de théâtre musical. Souvent, vos livres ils s'intéressent aux thématiques actuelles, contemporaines, avec souvent des personnages moyens. Justement, est-ce que c'est un besoin pour vous de raconter une histoire avec des personnages assez simples et assez basiques de la vie de tous les jours, entre guillemets ? C'est-à-dire, c'est surtout que j'aime bien la figure un peu du naïf, du type qui a pas prévu ce qui va lui arriver et ça lui tombe dessus, et c'est pas un rebelle mon héros, c'est au contraire c'est un type qui est plein de bonne volonté, qui a envie de faire des choses, et puis tout d'un coup il y a un accident qui lui tombe dessus, et c'est le côté un peu burlesque que j'aime bien dans cette figure du personnage finalement un peu anodin, si vous voulez. C'est la disproportion entre ce côté anodin et les catastrophes imprévues qui vont compliquer sa vie. En opposition à certains livres maintenant qui sont beaucoup tournés vers l'auteur, vers le jeu de l'auteur. Oui, vers la vie intérieure, etc., les angoisses, les souffrances. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'aime bien le roman social. J'aime bien raconter comment, les enjeux de la vie d'un personnage qui est pris dans des situations très contemporaines. J'adore Balzac, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est le roman, c'est essayer de comprendre comment fonctionnent les relations sociales, qu'est-ce qu'elles entraînent, comment ça peut se dérégler ou au contraire s'arranger, mais oui, j'aime bien tout ce jeu plutôt que d'aller effectivement étaler mon moi sur la table, c'est pas trop mon truc. Et vous parlez de Balzac, il y a vraiment une inspiration de Balzac dans votre littérature ?
Non, j'ai toujours adoré Balzac, j'ai toujours adoré d'une part son génie de la description. C'est quelqu'un qui, même quand il décrit un personnage ou la vie d'un personnage, c'est pas ennuyeux, quoi. C'est tout de suite vivant. Et puis j'adore sa façon d'essayer de comprendre comment les personnages sont pris dans des enjeux d'argent, de pouvoir, etc. et comment la société et les personnages interagissent. Et c'est quelque chose qui était un petit peu dédaigné par la littérature moderne dans les années, au milieu du XXe siècle. On aimait les recherches d'écriture, justement, les recherches d'introspection. Et je pense qu'il y a une réhabilitation du genre balzacien par les romanciers de ma génération, à commencer par quelqu'un comme Houellebecq qui adore Balzac aussi. Je suis pas le seul et voilà, on se reconnaît parce que le monde se transforme comme il se transformait à l'époque de Balzac et ça crée des situations, des personnages, des décors nouveaux qui sont vraiment une matière foisonnante, quoi. Qu'est-ce que représente Prague pour vous et la littérature tchèque ? Je veux dire que j'ai quand même un lien maintenant un petit peu privilégié avec ce pays par rapport à d'autres parce que c'est un pays où j'ai eu beaucoup de livres de traduits. J'ai un éditeur fidèle qui s'appelle Atlantis, qui est d'ailleurs l'éditeur de Kundera aussi à Brno. Et donc j'ai eu l'occasion de venir assez souvent. J'ai eu aussi vraiment la grande joie d'avoir un de mes livres qui s'appelle La petite fille et la cigarette qui a été adapté dans une version théâtrale par un comédien dans le cadre d'un projet qui s'appelle Listovani. Et le livre a été joué dans tout le pays. J'étais venu accompagner la tournée avec beaucoup de succès, beaucoup de public. Moi j'étais vraiment très très heureux de cette aventure-là. Donc tout ça fait que je suis venu à Prague 4 ou 5 fois maintenant déjà et que je me sens bien accueilli et compris dans ce pays, donc c'est important pour moi. Pour autant, je ne peux pas dire que je connaisse réellement la littérature tchèque en dehors de Kafka, de Kundera, de Hrabal et de quelques auteurs, mais c'est vraiment malheureusement un peu trop restreint, je l'avoue humblement. Je sais que vous êtes un proche de Milan Kundera. Comment est-ce que vous l'avez rencontré et de quelle nature est votre relation ? On s'est rencontrés, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Au même moment, on écrivait tous les deux dans une même revue littéraire à Paris, lui comme grand écrivain, moi comme jeune débutant, mais on écrivait dans la même revue qui s'appelait L'Infini et je le lisais avec passion et je me suis permis de lui envoyer un livre à ce moment-là qui était mon 3e roman et il a eu la gentillesse de me répondre, on s'est rencontrés, on est devenus amis et tout simplement voilà comme ça et depuis et peut-être aussi qu'il y a cet amour de la musique aussi, d'autres choses comme ça nous ont rapprochés avec lui et aussi avec sa femme Vera que j'aime beaucoup également, donc sont devenus simplement des amis. Voilà. Peut-être pour revenir aussi à votre dernier livre sur Ma vie extraordinaire et pour parler un peu de votre actualité littéraire, est-ce que vous pouvez présenter rapidement le livre pour les personnes qui n'auraient pas entendu parler Bien sûr. C'est-à-dire que en fait, comme je vous le disais, vous savez, j'ai écrit toute une série de romans qui sont vraiment des fictions sociales, comme on en a parlé, un peu balzaciennes ou ce qu'on veut, et une autre série de livres qui sont plus des livres autobiographiques ou non pas là encore pour parler tellement de moi, mais pour parler de mon histoire, du monde dans lequel j'ai grandi, des personnages que j'ai connus, que j'ai aimés, etc. Et donc voilà, ce dernier livre, il est dans cette série un peu autobiographique. Et c'est un livre où j'ai voulu revenir sur quelques épisodes de ma vie qui ont été très importants, comme cette découverte que j'ai faite enfant de la montagne dans l'est de la France, dans les Vosges. J'ai d'ailleurs mon amie Vera Kundera, on en parle beaucoup parce qu'elle a des souvenirs dans la montagne tchèque qui ressemblent beaucoup à la montagne vosgienne et ça nous relie ces paysages de grandes forêts de sapins, de petits lacs et donc voilà, ça c'est un peu la première partie du livre et puis après j'ai voulu évoquer des personnages que j'ai aimés, des musiciens, des choses qui ont guidé ma vie comme ça pendant des années. Voilà, je me livre de façon assez importante dans le livre, mais voilà, j'essaie que ce soit pas non plus une espèce de chose trop narcissique. J'en profite pour parler du monde qui m'entoure d'une certaine façon, pour parler voilà de l'évolution de la musique, de ma carrière littéraire, de choses comme ça. Et voilà, donc c'est une espèce d'autoportrait, je dirais, plus que d'autobiographie, parce que je suis un peu jeune pour faire encore une autobiographie, mais une espèce d'autoportrait de moi aujourd'hui à 60 ans et de toutes ces années que j'ai traversées. Et justement, le titre, c'est Ma vie extraordinaire. Donc, est-ce que vous considérez que vous avez une vie extraordinaire ? Non, c'est un titre un peu ironique. Oui. Ça veut dire que
il s'agit de trouver dans une simple vie, somme toute ordinaire, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire. C'est ça le sujet du livre. C'est pourquoi est-ce que simplement de pouvoir aller passer toutes ces vacances enfant dans une jolie montagne française, qu'est-ce que ça m'apporte d'extraordinaire comme sensation, comme bagage d'émotion, etc. C'est ma passion de la musique, qu'est-ce qu'elle m'a permis comme rencontre extraordinaire. Donc c'est l'extraordinaire de toute existence au fond. C'est une réflexion sur comment saisir ce qui rend l'existence extraordinaire et même quand elle a l'air ordinaire, si vous voulez. C'était l'écrivain Benoît Dutertre au micro de Zoé Samin. Babeta šla do světa a krk za to dám, že ta babeta je popleta, vždyť já zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám tak ať... Je connais des gens encore plus vieux que moi. C'est le titre du spectacle qu'a animé Jiří Suchý dans sa maison, le théâtre Sémaphore de Prague, pour son 90e anniversaire qu'il a fêté le 1er octobre. À cette occasion, le chanteur, acteur, parolier, comique, musicien, dramaturge et écrivain a interprété des chansons qu'il a autrefois écrites pour d'autres artistes. Retour grâce aux archives de Radio Prague International sur la carrière de cet artiste aux multiples talents dont le nom est inséparable de son alter ego Jiří Šlitr, mort en 1969, avec lequel il a formé un duo qui a marqué la culture tchèque et plusieurs générations. En 2011, Jiří Suchý s'est souvenu. Když jsme začínali, tak Jiří Šlitr, jednou jsme šli kolem fronty, která stála před divadlem a říkal, to bude trvat tak 5 Quand le théâtre était à ses débuts, un jour, lorsque nous avons vu la foule de gens se former à l'entrée, Jiří Šlitr m'a dit « ça ne va durer que 5 ans, c'est une question de mode ». Finalement, lui-même a vécu 6 saisons et aujourd'hui, le théâtre en est à sa 53e année d'existence. Mieux encore, il semble que Sémaphore se porte très bien. Il affiche complet presque tous les jours. A vypadá to, že teď naopak to divadlo velice vzkvétá, bývá vyprodaný pořád. Kdysi vůbec neuvažoval o divadle a toužil jsem dělat film. Ale to víte, nešlo jít na Barrandov a říct... Au tout début de ma carrière, je ne voulais pas faire de théâtre. Je rêvais plutôt de cinéma. Mais on ne pouvait pas se présenter dans les studios de Barrandov en disant « Donnez-moi une bobine et j'ai envie de tourner un film ». Par contre, fonder un petit théâtre, ça oui, c'était possible. La première pièce que nous avons jouée au théâtre na Zabradlí, c'était Kdyby 1000 klarinetů, 6000 clarinettes, qui a ensuite été portée à l'écran avec beaucoup de succès. Je prenais toujours énormément de plaisir à participer au tournage de films, même à ceux qui ont été tournés récemment par la télévision, à l'occasion de cet anniversaire dont je me fiche un peu. Oui, vraiment, j'adorais cela. Vlasy samou loknu, ráno přistoupila k oknu a vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela, a na nic víc nemyslela, nutno ještě podotknout. Toute l'existence de Jiří Suchý a été liée au théâtre. Il a vécu au théâtre et pour le théâtre, tout en poursuivant son œuvre littéraire. Sa carrière lui a apporté de brillants succès, mais aussi des moments amers. Tombé en disgrâce sous le régime communiste, il a dû lutter pendant des années pour sauver son ensemble. Après la chute du communisme, le théâtre Sémaphore a dû quitter la salle située dans un passage de la place Venceslas au centre de Prague et la troupe a été obligée de déménager à plusieurs reprises
reprises. Entre-temps, l'art de Jiří Suchý évoluait et mûrissait. Nous avons l'occasion de le découvrir en écoutant les pièces de théâtre et les chansons les plus connues du duo Jiří Suchý, Jiří Šlitr, qui vient de sortir sur 15 CD aux éditions Supraphone. C'était Prague Hebdo, le podcast de Radio Prague International. Merci de votre attention et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Naslyšenou.